Troisième partie. Contes fantastiques et contes facétieux. L'homme à la peau d'ours. Il était un jeune homme qui s'engagea dans l'armée. Il s'y conduisit bravement, toujours le premier devant les balles. Tout alla bien pendant la guerre, mais quand la paix fut conclue, il reçut son congé et son capitaine lui dit d'aller où il voudrait. Ses parents étaient morts, il n'avait plus de domicile. Il pria ses frères de le recevoir jusqu'à ce que la guerre recommençât. Mais ils avaient des cœurs durs et ils lui répondirent qu'ils ne pouvaient rien pour lui, qu'il n'était propre à rien, et que c'était à lui à se tirer d'affaire. Le pauvre garçon ne possédait que son fusil. Il le mit sur son épaule et s'en fut au hasard. Il atteignit une grande lande sur laquelle on ne voyait rien qu'un cercle d'arbres. Là, il s'assit à l'ombre en pensant tristement à son sort. « Je n'ai pas d'argent. Je n'ai jamais appris d'autre métier que celui de la guerre, et maintenant que la paix est faite, je ne suis plus bon à rien. Je vois bien qu'il faut que je meure de faim. » En même temps, il entendit du bruit, et levant les yeux, il aperçut devant lui un inconnu, tout de vert habillé, assez richement mis, mais ayant un affreux pied de cheval. « Je sais ce qu'il te faut, » dit l'étranger, « c'est de l'argent. Tu en auras autant que tu en pourras porter. Mais auparavant, je veux m'assurer si tu n'as pas peur, car je ne donne rien au poltron. » « Soldat et poltron, répondit l'autre, sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Tu peux me mettre à l'épreuve. Eh bien donc, reprit l'étranger, regarde derrière toi. Le soldat, se retournant, vit un ours énorme qui courait sur lui en grondant. « Oh oh !» s'écria-t-il, « je vais te chatouiller le nez et te faire perdre l'envie de grogner. » Et, le couchant en joue, il l'atteignit au museau. L'ours tomba mort sur le coup. « Je vois, » dit l'étranger, « que tu ne manques pas de courage, mais tu dois remplir encore d'autres conditions. »« Rien ne m'arrêtera, » dit le soldat, qui voyait bien à qui il avait affaire, pourvu que mon salut éternel ne soit pas compromis. « Tu en jugeras toi-même, » répliqua l'homme. « Pendant 7 ans, tu ne devras ni te laver, ni te peigner la barbe et les cheveux, ni te couper les ongles, ni faire ta prière. Je vais te donner un habit et un manteau que tu porteras pendant tout ce temps. Si tu meurs dans cet intervalle, tu m'appartiendras. Si tu vis au-delà de 7 ans, tu seras libre et riche pour toute la vie. » Le soldat songea à la grande misère à laquelle il était réduit. Lui qui avait tant de fois affronté la mort, il pouvait bien se risquer cette fois encore. Il accepta. Le diable ôta son habit vert et le lui donna en disant « Tant que tu porteras cet habit, en mettant la main à la poche, tu en tireras toujours une poignée d'or. » Puis, après avoir dépouillé l'ours de sa peau, il ajouta « Ceci sera ton manteau et aussi ton lit, car tu n'en devras pas avoir d'autre, et à cause de ce vêtement, on t'appellera peau d'ours. » Là-dessus, le diable disparut. Le soldat passa l'habit, et mettant la main dans sa poche, il trouva que le diable ne l'avait pas trompé. Il endossa aussi la peau d'ours et se mit à parcourir le monde, se donnant du bon temps, ne se refusant rien de ce qui fait engraisser les gens et maigrir leurs bourses. La première année, il était encore passable, mais la seconde, il avait déjà l'air d'un monstre. Ses cheveux lui couvraient presque entièrement la face, sa barbe était emmêlée et comme feutrée, et son visage tellement couvert de crasse que, si on y avait semé de l'herbe, elle aurait levé. Il faisait fuir tout le monde, mais cependant, comme il donnait à tous les pauvres en leur demandant de prier Dieu pour qu'il ne mourût pas dans les 7 ans, et comme il parlait en homme de bien, il trouvait toujours un gîte. La 4e année, il entra dans une auberge où l'hôte ne voulait pas le recevoir, même dans l'écurie, de peur qu'il n'effarouchât les chevaux. Mais Peau d'ours, ayant tiré de sa poche une poignée de ducats, l'hôte se laissa gagner et lui donna une chambre sur la cour de derrière, à condition qu'il ne se laisserait pas voir pour ne pas perdre de réputation l'établissement. Un soir, Peau d'ours était assis dans sa chambre, souhaitant de tout cœur la fin des 7 années, quand il entendit quelqu'un pleurer dans la chambre à côté. Comme il avait bon cœur, il ouvrit la porte et vit un vieillard qui sanglotait en tenant sa tête entre ses mains. Mais en voyant entrer Peau d'ours, l'homme, effrayé, voulut se sauver. Enfin,
Il se calma en entendant une voix humaine qui lui parlait, et Peau d'ours finit, à force de paroles amicales, par lui faire raconter la cause de son chagrin. Il avait perdu toute sa fortune et était réduit avec ses filles à une telle misère qu'il ne pouvait payer l'hôte et qu'on allait le mettre en prison. « Si vous n'avez pas d'autres soucis, lui dit Peau d'ours, j'ai assez d'argent pour vous tirer de là. » Et ayant fait venir l'hôte, il le paya et donna encore au malheureux une forte somme pour ses besoins. Le vieillard ainsi délivré ne savait comment témoigner sa reconnaissance. « Viens avec moi, dit-il. Mes filles sont des merveilles de beauté. Tu en choisiras une pour ta femme. Elle ne s'y refusera pas quand elle saura ce que tu viens de faire pour moi. À la vérité, tu as l'air un peu bizarre, mais une femme t'aura bientôt reformé. » Peau d'ours consentit à accompagner le vieillard, mais quand l'aînée aperçut cet horrible visage, elle fut si épouvantée qu'elle s'enfuit en poussant des cris. La seconde le considéra, de pied ferme, et le toisa de la tête aux pieds, mais elle lui dit « Comment accepter un mari qui n'a pas figure humaine ? J'aimerais mieux cet ours rasé que j'ai vu un jour à la foire et qui était habillé comme un homme, avec une pelisse de hussard et des gants blancs. Au moins il n'était que laid, on pouvait s'y accoutumer. » Mais la plus jeune dit « Cher père, ce doit être un brave homme puisqu'il nous a secourus. Vous lui avez promis une femme, il faut faire honneur à votre parole. » Malheureusement, le visage de Peau d'ours était couvert de poils et de crasses. Sans cela, on eût pu y voir briller la joie qui épanouit son cœur quand il entendit ces paroles. Il prit un anneau à son doigt, le brisa en deux, et en donna une moitié à sa fiancée en lui recommandant de la bien conserver pendant qu'il gardait l'autre. Dans la moitié qu'il donnait, il inscrivit son propre nom et celui de la jeune fille dans celle qu'il gardait pour lui. Puis il prit congé d'elle en lui disant « Je vous quitte pour 3 ans. Si je reviens, nous nous marierons. Mais si je ne reviens pas, c'est que je serai mort et vous serez libre. Priez Dieu qu'il me conserve la vie. » La pauvre fiancée prit le deuil et les larmes lui venaient aux yeux quand elle pensait à son fiancé. Ses sœurs l'accablaient des plaisanteries les plus désobligeantes. « Prends bien garde, disait l'aînée, quand tu lui donneras ta main, qu'il ne t'écorche avec sa patte. Méfie-toi, ajoutait la seconde, les ours aiment les douceurs, si tu lui plais, il te croquera. Il te faudra toujours faire sa volonté, reprenait l'aînée, autrement, gare les grognements. Mais, ajoutait encore la seconde, le bal de noces sera gai, les ours dansent bien. La pauvre fille laissait dire ses sœurs sans se fâcher. Quant à l'homme à la peau d'ours, il errait toujours dans le monde, faisant du bien tant qu'il pouvait, et donnant généreusement aux pauvres, afin qu'ils priassent pour lui. Enfin, quand le dernier jour des 7 ans fut arrivé, il retourna à la lande et se mit dans le cercle des arbres. Un grand vent s'éleva, et le diable ne tarda pas à paraître avec un air courroucé. Il jeta au soldat ses vieux vêtements et lui redemanda son habit vert. « Un instant, dit Peau d'ours, il faut d'abord que tu me nettoies. » Le diable fut forcé, bien malgré lui, d'aller chercher de l'eau, de laver Peau d'ours, de lui peigner les cheveux et de lui couper les ongles. L'homme reprit l'air d'un brave soldat, beaucoup plus beau qu'il n'avait été auparavant. Peau d'ours se sentit soulagé d'un grand poids quand le diable fut parti sans le tourmenter autrement. Il retourna à la ville, endossa un magnifique habit de velours et montant dans une voiture traînée par 4 chevaux blancs, il se fit conduire chez sa fiancée. Personne ne le reconnut. Le père le prit pour un officier supérieur et le fit entrer dans la chambre où étaient ses filles. Les 2 aînées le firent asseoir entre elles. Elles lui servirent un repas délicat en déclarant qu'elles n'avaient jamais vu un si beau cavalier. Quant à sa fiancée, elle était assise en face de lui, avec ses vêtements noirs, les yeux baissés et sans dire un mot. Enfin, le père lui demanda s'il voulait épouser une de ses filles. Les 2 aînées coururent dans leur chambre pour faire toilette, car chacune d'elles s'imaginait qu'elle était la préférée. L'étranger, resté seul avec sa fiancée, prit la moitié d'anneau qu'il avait dans sa poche et la jeta au fond d'un verre de vin qu'il lui offrit. Quand elle eut bu et qu'elle aperçut ce fragment au fond du verre, le cœur lui tressaillit. Elle saisit l'autre moitié qui était suspendue à son cou, la rapprocha de la première et toutes les 2 se rejoignirent exactement. Alors il lui dit « Je suis ton fiancé bien-aimé, que tu as vu sous une peau d'ours. Maintenant,
Par la grâce de Dieu, j'ai recouvré ma figure humaine et je suis purifié de mes souillures. » Et, la prenant dans ses bras, il l'embrassa étroitement. En même temps, les deux sœurs rentraient en grand costume. Mais quand elles virent que ce beau jeune homme était pour leur sœur et que c'était l'homme à la peau d'ours, elles s'enfuirent, pleines de dépit et de colère. La première alla se noyer dans un puits, et la seconde se pendit à un arbre. Le soir, on frappa à la porte et le fiancé, allant ouvrir, vit le diable en habit vert qui lui dit « Eh bien, j'ai perdu ton âme, mais j'en ai gagné 2 autres. » Les 3 fileuses. Il était une jeune fille paresseuse qui ne voulait pas filer. Sa mère avait beau se mettre en colère, elle n'en pouvait rien tirer. Un jour, elle en perdit tellement patience qu'elle alla jusqu'à lui donner des coups, et la fille se mit à pleurer tout haut. Justement, la reine passait par là. En entendant les pleurs, elle fit arrêter sa voiture et, entrant dans la maison, elle demanda à la mère pourquoi elle frappait sa fille si durement que les cris de l'enfant s'entendaient jusque dans la rue. La femme eut honte de révéler la paresse de sa fille et elle dit « Je ne peux pas lui ôter son fuseau. Elle veut toujours et sans cesse filer, et dans ma pauvreté, je ne peux pas suffire à lui fournir du lin. » La reine répondit « Rien ne me plaît plus que la quenouille. Le bruit du rouet me charme. Donnez-moi votre fille dans mon palais. J'ai du lin en quantité, elle y filera tant qu'elle voudra. » La mère y consentit de tout son cœur et la reine emmena la jeune fille. Quand on fut arrivé au palais, elle la conduisit dans 3 chambres qui étaient remplies du plus beau lin depuis le haut jusqu'en bas. « File-moi tout ce lin, lui dit-elle, et quand tout sera fini, je te ferai épouser mon fils aîné. Ne t'inquiète pas de ta pauvreté. Ton zèle pour le travail te sera une dot suffisante. » La jeune fille ne dit rien, mais intérieurement, elle était consternée. Car eût-elle travaillé pendant 300 ans sans s'arrêter, depuis le matin jusqu'au soir, elle ne serait pas venue à bout de ces énormes tas d'étoupes. Quand elle fut seule, elle se mit à pleurer et resta ainsi 3 jours sans faire œuvre de ses doigts. Le 3e jour, la reine vint la visiter. Elle fut fort étonnée en voyant qu'il n'y avait rien de fait, mais la jeune fille s'excusa en alléguant son chagrin d'avoir quitté sa mère. La reine voulut bien se contenter de cette raison, mais elle dit en s'en allant « Allons, il faut commencer demain à travailler. » Quand la jeune fille se retrouva seule, ne sachant plus que faire, dans son trouble, elle se mit à la fenêtre, et elle vit venir à elle 3 femmes, dont la première avait un grand pied plat, la seconde une lèvre inférieure si grande et si tombante qu'elle couvrait et dépassait le menton, et la troisième un pouce large et aplati. Elles se plantèrent devant la fenêtre, les yeux tournés vers la chambre, et demandèrent à la jeune fille ce qu'elle voulait. Elle leur conta ses chagrins. Les 3 femmes lui offrirent de l'aider. « Si tu nous promets, lui dirent-elles, de nous inviter à ta noce, de nous nommer tes cousines sans rougir de nous, et de nous faire asseoir à ta table, nous allons te filer ton lin, et ce sera bientôt fini. »« De tout mon cœur, répondit-elle, entrez, et commencez tout de suite. » Elle introduisit ces 3 singulières femmes et débarrassa une place dans la première chambre pour les installer. Elles se mirent à l'ouvrage. La première filait l'étoupe et faisait tourner le rouet, la seconde mouillait le fil, la troisième le tordait et l'appuyait sur la table avec son pouce. Et à chaque coup de pouce qu'elle donnait, il y avait par terre un écheveau de fil le plus fin. Chaque fois que la reine entrait, la jeune fille cachait ses fileuses et lui montrait ce qu'il y avait de travail de fait. Et la reine n'en revenait pas d'admiration. Quand la première chambre fut vidée, elles passèrent à la seconde, puis à la troisième, qui fut bientôt terminée aussi. Alors les 3 femmes s'en allèrent en disant à la jeune fille « N'oublie pas ta promesse, tu t'en trouveras bien. » Lorsque la jeune fille eut montré à la reine les chambres vides et le lin filé, on fixa le jour des noces. Le prince était ravi d'avoir une femme si habile et si active, et il l'aimait avec ardeur. « J'ai 3 cousines, dit-elle, qui m'ont fait beaucoup de bien, et que je ne voudrais pas négliger dans mon bonheur. Permettez-moi de les inviter à ma noce et de les faire asseoir à notre table. » La reine et le prince n'y virent aucun empêchement. Le jour de la fête, les 3 femmes arrivèrent en équipage magnifique et la mariée leur dit « Chère cousine, soyez les bienvenues. »« Ah !»
lui dit le prince. Tu as là des parentes bien laides. Puis, s'adressant à celle qui avait le pied plat, il lui dit « D'où vous vient ce large pied ?»« D'avoir fait tourner le rouet, répondit-elle, d'avoir fait tourner le rouet. » À la seconde, « D'où vous vient cette lèvre pendante ?»« D'avoir mouillé le fil, d'avoir mouillé le fil. » Et à la troisième, « D'où vous vient ce large pouce ?»« D'avoir tordu le fil, d'avoir tordu le fil. » Le prince, effrayé de cette perspective, déclara que jamais dorénavant sa belle épouse ne toucherait à un rouet, et ainsi elle fut délivrée de cette odieuse occupation. Les 3 cheveux d'or du diable. Il était une fois une pauvre femme qui mit au monde un fils, et comme il était coiffé quand il naquit, on lui prédit que dans sa 14e année, il épouserait la fille d'un roi. Sur ces entrefaites, le roi passa par le village, sans que personne le reconnût. Et comme il demandait ce qu'il y avait de nouveau, on lui répondit qu'il venait de naître un enfant coiffé, que tout ce qu'il entreprendrait lui réussirait, et qu'on lui avait prédit que lorsqu'il aurait 14 ans, il épouserait la fille du roi. Le roi avait un mauvais cœur, et cette prédiction le fâcha. Il alla trouver les parents du nouveau-né et leur dit d'un air tout amical « Vous êtes de pauvres gens, donnez-moi votre enfant, j'en aurai bien soin. » Ils refusèrent d'abord, mais l'étranger leur offrit de l'or, et ils se dirent « Puisque l'enfant est né coiffé, ce qui arrive est pour son bien. » Ils finirent par consentir et par livrer leur fils. Le roi le mit dans une boîte et chevaucha avec ce fardeau jusqu'au bord d'une rivière profonde où il le jeta, en pensant qu'il délivrait sa fille d'un galant sur lequel elle ne comptait guère. Mais la boîte, loin de couler à fond, se mit à flotter comme un petit batelet, sans qu'il entrât dedans une seule goutte d'eau. Elle alla ainsi à la dérive jusqu'à 2 lieues de la capitale et s'arrêta contre l'écluse d'un moulin. Un garçon meunier qui se trouvait là par bonheur l'aperçut et l'attira avec un croc. Il s'attendait en l'ouvrant à y trouver de grands trésors, mais c'était un joli petit garçon, frais et éveillé. Il le porta au moulin. Le meunier et sa femme, qui n'avaient pas d'enfant, reçurent celui-là comme si Dieu le leur eût envoyé. Ils traitèrent de leur mieux le petit orphelin, qui grandit chez eux en force et en bonne qualité. Un jour, le roi, surpris par la pluie, entra dans le moulin et demanda au meunier si ce grand jeune homme était son fils. « Non, sire, répondit-il, c'est un enfant trouvé qui est venu dans une boîte, échoué contre notre écluse, il y a 14 ans. Notre garçon meunier l'a tiré de l'eau. » Le roi reconnut alors que c'était l'enfant né coiffé qu'il avait jeté à la rivière. « Bonnes gens, dit-il, ce jeune homme ne pourrait-il pas porter une lettre de ma part à la reine ? Je lui donnerai 2 pièces d'or pour sa peine. »« Comme votre majesté l'ordonnera, répondirent-ils. Et ils dirent au jeune homme de se tenir prêt. Le roi écrivit à la reine une lettre où il lui mandait de se saisir du messager, de le mettre à mort et de l'enterrer, de façon à ce qu'il trouvât la chose faite à son retour. Le garçon se mit en route avec la lettre, mais il s'égara et arriva le soir dans une grande forêt. Au milieu des ténèbres, il aperçut de loin une faible lumière, et se dirigeant de ce côté, il atteignit une petite maisonnette, où il trouva une vieille femme assise près du feu. Elle parut toute surprise de voir le jeune homme, et lui dit « D'où viens-tu et que veux-tu » ?« Je viens du moulin, répondit-il. Je porte une lettre à la reine. J'ai perdu mon chemin et je voudrais passer la nuit ici. » « Malheureux enfant, répliqua la femme, tu es tombé dans une maison de voleurs, et s'il te trouve ici, c'en est fait de toi. »« À la grâce de Dieu, dit le jeune homme, je n'ai pas peur, et d'ailleurs, je suis si fatigué qu'il m'est impossible d'aller plus loin. » Il se coucha sur un banc et s'endormit. Les voleurs rentrèrent bientôt après, et ils demandèrent avec colère pourquoi cet étranger était là. « Ah, dit la vieille, c'est un pauvre enfant qui s'est égaré dans le bois. Je l'ai reçu par compassion. Il porte une lettre à la reine. » Les voleurs prirent la lettre pour la lire et virent qu'elle enjoignait de mettre à mort le messager. Malgré la dureté de leur cœur, ils eurent pitié du pauvre diable. Leur capitaine déchira la lettre et en mit une autre à sa place, qui enjoignait qu'aussitôt que le jeune homme arriverait, on lui fit immédiatement épouser la fille du roi. Puis les voleurs le laissèrent dormir sur son banc jusqu'au matin, et quand il fut éveillé, ils lui remirent la lettre et lui montrèrent son chemin.
La reine, ayant reçu la lettre, exécuta ce qu'elle contenait. On fit des noces splendides. La fille du roi épousa l'enfant décoiffé, et comme il était beau et aimable, elle fut enchantée de vivre avec lui. Quelque temps après, le roi revint dans son palais, et trouva que la prédiction était accomplie, et que l'enfant décoiffé avait épousé sa fille. « Comment cela s'est-il fait ?» dit-il. « J'avais donné dans ma lettre un ordre tout différent. » La reine lui montra la lettre, et lui dit qu'il pouvait voir ce qu'elle contenait. Il la lut, et vit bien qu'on avait changé la sienne. Il demanda au jeune homme ce qu'était devenue la lettre qu'il lui avait confiée, et pourquoi il en avait remis une autre. « Je n'en sais rien, répliqua-t-il. Il faut qu'on l'ait changée dans la nuit, quand j'ai couché dans la forêt. » Le roi en colère lui dit « Cela ne se passera pas ainsi. Celui qui prétend à ma fille doit me rapporter de l'enfer 3 cheveux d'or de la tête du diable. Rapporte-les-moi, et ma fille t'appartiendra. » Le roi espérait bien qu'il ne reviendrait jamais d'une telle commission. Le jeune homme répondit « Le diable ne me fait pas peur, j'irai chercher les 3 cheveux d'or. » Et il prit congé du roi et se mit en route. Il arriva devant une grande ville. À la porte, la sentinelle lui demanda quel était son état et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. « Alors, dit la sentinelle, rends-nous le service de nous apprendre pourquoi la fontaine de notre marché, qui nous donnait toujours du vin, s'est desséchée et ne fournit même plus d'eau. »« Attendez, répondit-il, je vous le dirai à mon retour. » Plus loin, il arriva devant une autre ville. La sentinelle de la porte lui demanda son état et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. Rends-nous alors le service de nous apprendre pourquoi le grand arbre de notre ville, qui nous rapportait des pommes d'or, n'a plus de feuilles. »« Attendez, répondit-il, je vous le dirai à mon retour. » Plus loin encore, il arriva devant une grande rivière qu'il s'agissait de passer. Le passeur lui demanda son état et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. Alors, dit le passeur, rends-moi le service de m'apprendre si je dois toujours rester à ce poste, sans jamais être relevé. »« Attends, répondit-il, je te le dirai à mon retour. » De l'autre côté de l'eau, il trouva la bouche de l'enfer. Elle était noire et enfumée. Le diable n'était pas chez lui. Il n'y avait que son hôtesse, assise dans un large fauteuil. « Que demandes-tu » lui dit-elle d'un ton assez doux. « Il me faut 3 cheveux d'or de la tête du diable, sans quoi je n'obtiendrai pas ma femme. »« C'est beaucoup demandé, dit-elle. Et si le diable t'aperçoit quand il rentrera, tu passeras un mauvais quart d'heure. Cependant, tu m'intéresses, et je vais tâcher de te venir en aide. » Elle le changea en fourmi et lui dit « Monte dans les plis de ma robe, là tu seras en sûreté. »« Merci, répondit-il, voilà qui va bien. Mais j'aurais besoin en outre de savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine qui versait toujours du vin ne fournit même plus d'eau? Pourquoi un arbre qui portait des pommes d'or n'a plus même de feuilles? Et si un certain passeur doit toujours rester à son poste sans jamais être relevé? » « Ce sont 3 questions difficiles, dit-elle. Mais tiens-toi donc tranquille et sois attentif à ce que le diable dira quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. » Quand le soir arriva, le diable rentra chez lui. À peine était-il entré qu'il remarqua une odeur extraordinaire. « Il y a du nouveau ici, dit-il. Je sens la chair humaine. » Et il alla fureter dans tous les coins, mais sans rien trouver. L'hôtesse lui chercha querelle. « Je viens de balayer et de ranger, dit-elle, et tu vas tout bouleverser ici. Tu crois toujours sentir la chair humaine? Assieds-toi et mange ton souper. » Quand il eut soupé, il était fatigué. Il posa sa tête sur les genoux de son hôtesse et lui dit de lui chercher un peu les poux, mais il ne tarda pas à s'endormir et à ronfler. La vieille saisit un cheveu d'or, l'arracha et le mit de côté. « Hé !» s'écria le diable. « Qu'as-tu donc fait ?»« J'ai eu un mauvais rêve, dit l'hôtesse, et je t'ai pris par les cheveux. »« Qu'as-tu donc rêvé ?»« J'ai rêvé que la fontaine d'un marché qui versait toujours du vin s'était arrêtée et qu'elle ne donnait même plus d'eau. Quelle en peut être la cause ?»« Ah, si on le savait, répliqua le diable. Il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. On n'aurait qu'à le tuer, le vin recommencerait à couler. » L'hôtesse se remit à lui chercher l'époux. Il se rendormit et ronfla de façon à ébranler les vitres.
Alors elle lui arracha le second cheveu. « Hé, que fais-tu » s'écria le diable en colère. « Ne t'inquiète pas, répondit-elle, c'est un rêve que j'ai fait. »« Qu'as-tu rêvé encore » demanda-t-il. « J'ai rêvé que dans un pays, il y a un arbre qui portait toujours des pommes d'or et qui n'a plus même de feuilles. Quelle en pourrait être la cause ?»« Ah, si on le savait !» répliqua le diable. « Il y a une souris qui ronge la racine. On n'aurait qu'à la tuer, il reviendrait des pommes d'or à l'arbre. Mais si elle continue à le ronger, l'arbre mourra tout à fait. Maintenant laisse-moi en repos avec tes rêves. Si tu me réveilles encore, je te donnerai un soufflet. » L'hôtesse l'apaisa et se remit à lui chercher ses poux jusqu'à ce qu'il fût rendormi et ronflant. Alors, elle saisit le troisième cheveu d'or et l'arracha. Le diable se leva en criant et voulait l'abattre. Elle le radoucit encore en disant « Qui peut se garder d'un mauvais rêve ?»« Qu'as-tu donc rêvé encore ?» demanda-t-il avec curiosité. « J'ai rêvé d'un passeur qui se plaignait de toujours passer l'eau avec sa barque sans que personne ne le remplaçât jamais. »« Eh, le sot !» répondit le diable. « Le premier qui viendra pour passer la rivière, il n'a qu'à lui mettre sa rame à la main, il sera libre. Et l'autre sera obligé de faire le passeur à son tour. » Comme l'hôtesse lui avait arraché les 3 cheveux d'or et qu'elle avait tiré de lui les 3 réponses, elle le laissa en repos et il dormit jusqu'au matin. Quand le diable eut quitté la maison, la vieille prit la fourmi dans les replis de sa robe et rendit au jeune homme sa figure humaine. « Voilà les 3 cheveux, lui dit-elle. « Mais as-tu bien entendu les réponses du diable à tes questions ?»« Très bien, répondit-il, et je m'en souviendrai. »« Te voilà donc hors d'embarras, dit-elle, et tu peux reprendre la route. » Il remercia la vieille de l'avoir si bien aidé et sortit de l'enfer, fort joyeux d'avoir si habilement réussi. Quand il arriva au passeur, avant de lui donner la réponse promise, il se fit d'abord passer de l'autre côté. Et alors, il lui fit part du conseil donné par le diable. « Le premier qui viendra pour passer la rivière, tu n'as qu'à lui mettre ta rame à la main. » Plus loin, il retrouva la ville à l'arbre stérile. La sentinelle attendait aussi sa réponse. « Tuez la souris qui ronge les racines, dit-il, et les pommes d'or reviendront. » La sentinelle, pour le remercier, lui donna 2 ânes chargés d'or. Enfin, il parvint à la ville dont la fontaine était à sec. Il dit à la sentinelle « Il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. Cherchez-le et tuez-le, et le vin recommencera à couler en abondance. » La sentinelle le remercia et lui donna encore 2 ânes chargés d'or. Enfin, l'enfant décoiffé revint auprès de sa femme, qui se réjouit dans son cœur en le voyant de retour et en apprenant que tout s'était bien passé. Il remit au roi les 3 cheveux d'or du diable. Celui-ci, en apercevant les 4 ânes chargés d'or, fut grandement satisfait et lui dit « Maintenant, toutes les conditions sont remplies, et ma fille est à toi. Mais, mon cher gendre, dis-moi d'où te vient tant d'or, car c'est un trésor énorme que tu rapportes. »« Je l'ai pris, dit-il, de l'autre côté d'une rivière que j'ai traversée. C'est le sable du rivage. »« Pourrais-je m'en procurer autant ?» lui demanda le roi qui était un avare. « Tant que vous voudrez, répondit-il. Vous trouverez un passeur. Adressez-vous à lui pour passer l'eau et vous pourrez remplir vos sacs. » L'avide monarque se mit aussitôt en route et, arrivé au bord de l'eau, il fit signe au passeur de lui amener sa barque. Le passeur le fit entrer, et quand ils furent à l'autre bord, il lui mit la rame à la main et sauta dehors. Le roi devint ainsi passeur en punition de ses péchés. L'est-il encore ? Sans aucun doute, puisque personne ne lui a repris la rame. Tom Pouce. Un pauvre laboureur était assis un soir au coin de son feu, pendant que sa femme filait à côté de lui. Il disait « C'est un grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfants. Quel silence chez nous, tandis que chez les autres tout est si gai et si bruyant. » « Oui, répondit sa femme en soupirant. « Dussions-nous n'en avoir qu'un seul, pas plus gros que le pouce, je m'en contenterais, et nous l'aimerions de tout notre cœur. » La femme, sur ces entrefaites, devint souffrante, et au bout de 7 mois, elle mit au monde un enfant bien constitué dans tous ses membres, mais qui n'avait qu'1 pouce de haut. Elle dit « Le voilà, tel que nous l'avons souhaité, il n'en sera pas moins notre cher fils.
et à cause de sa taille, ses parents le nommèrent Tom Pouce. Ils le nourrirent aussi bien que possible, mais il ne grandit pas et resta tel qu'il avait été à sa naissance. Cependant, il paraissait avoir de l'esprit. Ses yeux étaient intelligents et il montra bientôt, dans sa petite personne, de l'adresse et de l'activité pour mener à bien ce qu'il entreprenait. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même « Je voudrais bien avoir quelqu'un pour conduire ma charrette. »« Père, s'écria Tom Pouce, je vais la conduire, moi. Soyez tranquille, elle arrivera à temps. » L'homme se mit à rire. « Cela ne se peut pas, dit-il. Tu es bien trop petit pour conduire le cheval par la bride. »« Ça ne fait rien, père. Si maman veut atteler, je me mettrai dans l'oreille du cheval et je lui crierai où il faudra qu'il aille. »« Eh bien, répondit le père, essayons. » La mère attela le cheval et mit Tom Pouce dans son oreille, et le petit homme lui criait le chemin qu'il fallait prendre. Dia ! Si bien que le cheval marcha comme s'il avait eu un vrai charretier, et la charrette fut menée au bois par la bonne route. Pendant que l'équipage tournait au coin d'une haie et que le petit homme criait « Dia ! Dia !» il passa par là 2 étrangers. « Grand Dieu !» s'écria l'un d'eux. « Qu'est-ce cela ? Voilà une charrette qui marche. On entend la voix du charretier et on ne voit personne. »« Il y a quelque chose de louche là-dessous, » dit l'autre. « Il faut suivre cette charrette et voir où elle s'arrêtera. » Elle continua sa route et s'arrêta dans la forêt, juste à la place où il y avait du bois abattu. Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria « Vois-tu, père, que j'ai bien mené la charrette ? Maintenant, fais-moi descendre. » Le père, saisissant la bride d'une main, prit de l'autre son fils dans l'oreille du cheval et le déposa par terre. Le petit s'assit joyeusement sur un fétu. Les 2 étrangers, en apercevant Tom Pouce, ne savaient que penser, tant ils étaient étonnés. L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit « Ce petit drôle pourrait faire notre fortune si nous le faisions voir pour de l'argent dans quelque ville. Il faut l'acheter. » Ils allèrent trouver le paysan et lui dirent « Vendez-nous ce petit nain, nous en aurons bien soin. »« Non, répondit le père, c'est mon enfant, il n'est pas à vendre pour tout l'or du monde. » Mais Tom Pouce, en entendant la conversation, avait grimpé dans les plis des vêtements de son père. Il lui monta jusque sur l'épaule et de là lui souffla dans l'oreille. « Père, livrez-moi à ces gens, je serai bientôt de retour. » Son père le donna donc aux 2 hommes pour une belle pièce d'or. « Où veux-tu te mettre ?» lui dirent-ils. « Ah, mettez-moi sur le bord de votre chapeau. Je pourrai me promener et voir le paysage, et j'aurai bien soin de ne pas tomber. » Ils firent comme il le voulait, et quand Tom Pouce eut dit adieu à son père, ils s'en allèrent avec lui et marchèrent ainsi jusqu'au soir. Alors le petit homme leur cria « Arrêtez, j'ai besoin de descendre. »« Reste sur mon chapeau, » dit l'homme qui le portait. « Peu m'importe ce que tu feras. Les oiseaux m'en font plus d'une fois autant. »« Non pas, dit Tom Pouce. Mettez-moi en bas, bien vite. » L'homme le prit et le posa par terre dans un champ près de la route. Il courut un instant parmi les mottes de terre et tout d'un coup, il se plongea dans un trou de souris qu'il avait cherché exprès. « Bonsoir, messieurs, partez sans moi !» leur cria-t-il en riant. Ils voulurent le rattraper en fourrageant le trou de souris avec des baguettes, mais ce fut peine perdue. Tom s'enfonçait toujours plus avant, et la nuit étant tout à fait venue, ils furent obligés de rentrer chez eux en colère et les mains vides. Quand ils furent loin, Tom Pouce sortit de son souterrain. Il craignait de se risquer de nuit en plein champ, car une jambe est bientôt cassée. Heureusement, il rencontra une coque vide de limaçon. « Dieu soit loué, dit-il, je passerai ma nuit en sûreté là-dedans. » Et il s'y établit. Comme il allait s'endormir, il entendit 2 hommes qui passaient, et l'un disait à l'autre « Comment nous y prendrions-nous pour voler à ce riche curé tout son or et son argent ?»« Je vous le dirai bien !» leur cria Tom Pouce. « Qu'y a-t-il » s'écria un des voleurs effrayés. « J'ai entendu quelqu'un parler ?» Ils restaient à écouter quand Tom leur cria de nouveau. « Prenez-moi avec vous, je vous aiderai. »« Où es-tu donc ?»« Cherchez par terre, du côté d'où vient la voix. » Les voleurs finirent par le trouver. « Petit extrait d'homme, lui dirent-ils, comment veux-tu nous être utile ?»« Voyez,
répondit-il. « Je me glisserai entre les barreaux de la fenêtre dans la chambre du curé et je vous passerai tout ce que vous voudrez. »« Eh bien, soit, dirent-ils, nous allons te mettre à l'épreuve. » Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pouce se glissa dans la chambre, puis il se mit à crier de toutes ses forces. « Voulez-vous tout ce qui est ici ?» Les voleurs effrayés lui dirent « Parle plus bas, tu vas réveiller la maison !» Mais, faisant comme s'il ne les avait pas entendus, il cria de nouveau « Qu'est-ce que vous voulez ? Voulez-vous tout ce qui est ici ?» La servante, qui couchait dans la chambre à côté, entendit ce bruit. Elle se leva sur son séant et prêta l'oreille. Les voleurs avaient battu en retraite. Enfin, ils reprirent courage et croyant seulement que le petit drôle voulait s'amuser à leurs dépens, ils revinrent sur leurs pas et lui dirent tout bas « Plus de plaisanterie, passe-nous quelque chose. » Alors, Tom se mit à crier encore du haut de sa tête « Je vais vous donner tout, tendez les mains !» Cette fois, la servante entendit clairement. Elle sauta du lit et courut à la porte. Les voleurs, voyant cela, s'enfuirent comme si le diable eût été à leur trousse. La servante, n'entendant plus rien, alla allumer une chandelle. Quand elle revint, Tom Pouce, sans être vue, fut se cacher dans le grenier au foin. La servante, après avoir fureté dans tous les coins sans rien découvrir, alla se remettre au lit et crut qu'elle avait rêvé. Tom Pouce était monté dans le foin et s'y était arrangé un joli petit lit. Il comptait s'y reposer jusqu'au jour et ensuite retourner chez ses parents. Mais il devait subir bien d'autres épreuves encore, tant on a de mal dans ce monde. La servante se leva dès l'aurore pour donner à manger au bétail. Sa première visite fut pour le grenier au fourrage, où elle prit une brassée de foin avec le pauvre Tom Pouce endormi dedans. Il dormait si fort qu'il ne s'aperçut de rien et ne s'éveilla que dans la bouche d'une vache qu'il avait pris avec une poignée de foin. Il se crut d'abord tombé dans un moulin à foulon, mais il comprit bientôt où il était réellement. Tout en évitant de se laisser broyer entre les dents, il finit par glisser dans la gorge et dans la panse. L'appartement lui semblait étroit, sans fenêtre, et on n'y voyait ni soleil ni chandelle. Le séjour lui en déplaisait fort, et ce qui compliquait encore sa situation, c'est qu'il descendait toujours de nouveaux foins, et que l'espace devenait de plus en plus étroit. Enfin, dans sa terreur, Tom s'écria le plus haut qu'il put. « Plus de fourrage! Plus de fourrage! Je n'en veux plus !» La servante était justement occupée à ce moment à traire la vache. Cette voix qu'elle entendait sans voir personne et qu'elle reconnaissait pour celle qu'il avait déjà éveillée pendant la nuit, l'effraya tellement qu'elle se jeta en bas de son tabouret en répandant son lait. Elle alla en toute hâte trouver son maître et lui cria « Ah, grand Dieu, monsieur le curé, la vache qui parle !»« Tu es folle !» répondit le prêtre. Et cependant, il alla lui-même dans l'étable pour s'assurer de ce qui s'y passait. À peine y avait-il mis le pied que Tom Pouce s'écria de nouveau « Plus de fourrage, je n'en veux plus !» La frayeur gagna le curé à son tour, et s'imaginant qu'il y avait un diable dans le corps de la vache, il dit qu'il fallait la tuer. On l'abattit, et la panse, dans laquelle le pauvre Tom était prisonnier, fut jetée sur le fumier. Le petit eut grand-peine à se démêler de là, et il commençait à passer la tête dehors quand un nouveau malheur l'assaillit. Un loup affamé se jeta sur la panse de la vache et l'avala d'un seul coup. Tom Pouce ne perdit pas courage. « Peut-être, pensa-t-il, que ce loup sera traitable. » Et de son ventre où il était enfermé, il lui cria « Cher ami loup, je veux t'enseigner un bon repas à faire. »« Et où cela ?» dit le loup. « Dans telle et telle maison. Tu n'as qu'à te glisser par l'égout de la cuisine, tu trouveras des gâteaux, du lard, des saucisses à bouche. Que veux-tu » Et il lui désigna très exactement la maison de son père. Le loup ne se le fit pas dire deux fois. Il s'introduisit dans la cuisine et s'en donna à cœur joie aux dépens des provisions. Mais quand il fut repu et qu'il fallut sortir, il était tellement gonflé de nourriture qu'il ne put venir à bout de repasser par l'égout. Tom, qui avait compté là-dessus, commença à faire un bruit terrible dans le corps du loup, en sautant et en criant de toutes ses forces. « Veux-tu te tenir en repos ?» dit le loup. « Tu vas réveiller tout le monde. »« Eh bien, quoi ?» répondit le petit homme. « Tu t'es régalé, je veux m'amuser aussi, moi. » Et il se remit à crier tant qu'il pouvait. Il finit par réveiller ses parents, qui accoururent et regardèrent dans la cuisine à travers la serrure.
Quand ils virent qu'il y avait un loup, ils s'armèrent, l'homme de sa hache et la femme d'une faux. « Reste derrière, dit l'homme à sa femme quand ils entrèrent dans la chambre. Je vais le frapper de ma hache, et si je ne le tue pas du coup, tu lui couperas le ventre. » Tom Pouce, qui entendait la voix de son père, se mit à crier. « C'est moi, cher père, je suis dans le ventre du loup. »« Dieu merci, dit le père plein de joie, notre cher enfant est retrouvé. » Et il ordonna à sa femme de mettre la faux de côté pour ne pas blesser leur fils. Puis, levant sa hache, d'un coup sur la tête, il étendit mort le loup, et ensuite, avec un couteau et des ciseaux, il lui ouvrit le ventre et en tira le petit homme. « Ah, dit-il, que nous avons été inquiets de ton sort. »« Oui, père, j'ai beaucoup couru le monde. Heureusement, me voici rendu à la lumière. »« Où as-tu donc été ?»« Ah, père, j'ai été dans un trou de souris, dans la panse d'une vache et dans le ventre d'un loup. Maintenant, je reste avec vous. »« Et nous ne te revendrons pas pour tout l'or du monde, » dirent ses parents, en l'embrassant et en le serrant contre leur cœur. Ils lui donnèrent à manger et lui firent faire d'autres habits, parce que les siens avaient été gâtés pendant son voyage. La table, l'âne et le bâton merveilleux. Il était une fois un tailleur qui avait 3 fils et une chèvre. Comme la chèvre nourrissait toute la famille de son lait, il fallait lui donner du bon fourrage et la mener paître dehors tous les jours. C'était la besogne des fils, chacun à son tour. Un jour, l'aîné la mena au cimetière où il y avait de l'herbe magnifique qu'elle brouta à son aise avec force gambade. Le soir, quand il fut temps de rentrer, il lui demanda « La bique, es-tu repue ?» Elle répondit « Je suis bourrée, rassasiée, bé, bé !»« Rentrons donc, dit le jeune homme. » Et la prenant par sa longe, il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. « Eh bien, dit le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle tout ce qu'il lui faut ?»« Oh, dit le fils, elle est bourrée et rassasiée. » Mais le père, voulant s'en assurer par lui-même, alla dans l'étable et se mit à caresser la chère bique en lui disant « Biquette, es-tu bien repue ?» Elle répondit « Comment aurais-je pu manger ? Sur les tombeaux, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. Bé, bé !»« Qu'est-ce que j'entends ?» s'écria le tailleur, et sortant de l'étable, il apostropha son fils aîné. « Ah, menteur ! Tu m'as dit que la chèvre était rassasiée et tu l'as laissée jeûner. » Dans sa colère, il prit son aune et le chassa en lui donnant de grands coups. Le lendemain, c'était le tour du second fils. Il chercha, le long de la haie du jardin, une place bien garnie de bonne herbe, et la chèvre la tondit jusqu'au dernier brin. Le soir, quand il s'agit de rentrer, il lui demanda « La bique, es-tu repue ?» Elle répondit « Je suis bourrée, rassasiée, bé, bé !»« Rentrons donc, dit le jeune homme, et il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. « Eh bien, dit le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle tout ce qu'il lui faut ?»« Oh, dit le fils, elle est bourrée et rassasiée. » Le tailleur, qui voulait voir les choses par lui-même, alla dans l'étable et demanda « Biquette, es-tu bien repue ?» Elle répondit « Comment aurais-je pu manger ? Sur les fossés, je n'ai fait que sauter sans avoir un brin d'herbe à brouter. Bé, bé !»« Le misérable !» s'écria le tailleur. « Laissez jeûner une si douce bête !» Et, à grands coups d'aune, il mit encore son second fils à la porte. Le lendemain, ce fut le tour du dernier fils, qui, pour bien faire les choses, chercha des taillis garnis de belles feuilles et mit la chèvre à brouter à même. Le soir, quand il s'agit de rentrer, il lui demanda « La bique, es-tu repue ?» Elle répondit « Je suis bourrée, rassasiée, bé, bé !»« Rentrons donc, dit le jeune homme, et il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. « Eh bien, dit le vieux tailleur, la chèvre a-t-elle tout ce qu'il lui faut ?»« Oh, dit le fils, elle est bourrée et rassasiée. » Mais le tailleur, qui n'avait plus de confiance, alla à l'étable et demanda « Piquette, es-tu bien repue ?» La méchante bête répondit « Comment aurais-je pu manger ? Parmi les champs, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. Bé, bé !»« L'engeance de menteurs !» s'écria le père, « aussi fourbes et aussi dénaturés les uns que les autres, mais je ne serai plus leur dupe. » Et hors de lui de colère, il rossa son dernier fils à grands coups d'aune si violemment que le jeune homme se sauva à son tour de la maison. Le vieux tailleur restait désormais tout seul avec sa chèvre. Le lendemain, il alla dans l'étable et se mit à la caresser en disant « Viens, chère Biquette, je vais te mener paître moi-même. »
Il la prit par sa longe et la conduisit le long des haies vertes, aux places où poussait l'herbe à mille feuilles et aux autres endroits qui plaisent aux chèvres. « Cette fois, lui dit-il, tu peux t'en donner à cœur joie. » Et il la laissa paître jusqu'au soir. Alors il lui demanda « La bique, es-tu repue ?» Elle répondit « Je suis bourrée, rassasiée, bé, bé !»« Rentrons donc, dit le tailleur. » Et il la mena à l'étable où il l'attacha solidement. En sortant, il se retourna encore pour lui répéter « Cette fois, tu es bien repue. » Mais la chèvre ne le reçut pas mieux que les autres. Elle lui répondit « Comment aurais-je pu manger? De tout le jour, je n'ai fait que sauter, sans voir un brin d'herbe à brouter. Bé, bé !» Le tailleur, en entendant cela, fut bien surpris. Il reconnut qu'il avait chassé ses fils injustement. « Attends, dit-il, ingrate créature, ce serait trop peu de te chasser aussi. Je veux te marquer de telle sorte que tu n'oseras jamais te montrer devant d'honnêtes tailleurs. » Et en un instant, il saisit son rasoir, savonna la tête de la chèvre et la rasa nue comme la main. Et comme l'eau ne lui aurait fait trop d'honneur, il prit le fouet et lui en donna de tels cinglés qu'elle s'enfuit en faisant des sauts prodigieux. Le tailleur, se trouvant tout seul chez lui, tomba dans un grand chagrin. Il aurait bien voulu rappeler ses fils, mais personne ne savait ce qu'ils étaient devenus. L'aîné s'était mis en apprentissage chez un menuisier. Il apprit le métier avec ardeur, et quand il eut atteint l'âge voulu pour faire sa tournée, son maître lui fit présent d'une petite table en bois commun et sans apparence, mais douée d'une précieuse propriété. Quand on la posait devant soi et qu'on disait « Table, couvre-toi », elle se couvrait à l'instant même d'une jolie nappe en toile bien blanche, avec une assiette, un couteau et une fourchette, des plats remplis de mets de toutes sortes, autant qu'il y avait de place, et un grand verre plein d'un vin vermeil qui réjouissait le cœur. Le jeune compagnon se crut riche pour le reste de ses jours et se mit à courir le monde à sa fantaisie, sans s'inquiéter si les auberges étaient bonnes ou mauvaises, et s'il y trouverait ou non de quoi dîner. Et même, quand l'envie lui en prenait, il n'entrait nulle part, mais en plein champ, dans un bois, dans une prairie. Il posait sa table devant lui, et en lui disant seulement « Couvre-toi », il était servi au même moment. Il eut enfin l'idée de retourner chez son père, espérant qu'il trouverait sa colère apaisée, et qu'avec la table merveilleuse, il serait bien reçu. Sur sa route, il entra un soir dans une auberge qui était pleine de voyageurs. Ils lui souhaitèrent la bienvenue et l'invitèrent à se mettre à table avec eux, parce qu'autrement il aurait bien de la peine à trouver de quoi manger. « Non, répondit-il, je ne veux pas de votre écho, mais je vous invite à prendre part au mien. » Ils se mirent à rire, croyant qu'il voulait plaisanter. Cependant, il dressa sa table au milieu de la salle et dit « Table, couvre-toi ». Aussitôt, elle fut couverte de mets comme il n'en était jamais sorti de la cuisine de l'auberge, et dont le fumet chatouillait agréablement l'odorat des convives. « Allons, messieurs !» s'écria-t-il, « à table !» Voyant de quoi il s'agissait, ils ne se firent pas prier, et le couteau à la main, ils se mirent à fonctionner bravement. Ce qui les étonnait le plus, c'était qu'à mesure qu'un plat était vide, un autre tout plein le remplaçait à l'instant. L'hôte était dans un coin, et voyait tout cela sans savoir qu'en penser. Seulement, il se disait qu'un pareil cuisinier lui serait fort utile dans son auberge. Le menuisier et sa compagnie passèrent joyeusement une partie de la nuit. À la fin, ils allèrent se coucher, et le jeune homme, en se mettant au lit, posa près du mur sa table merveilleuse. Mais l'hôte avait des pensées qui l'empêchaient de dormir. Il se souvint qu'il y avait dans son grenier une vieille table toute pareille. Il alla la chercher sans bruit et la mit à la place de l'autre. Le lendemain, le menuisier, après avoir payé pour la nuit qu'il avait passée, prit la table sans s'apercevoir de la substitution et continua son chemin. À midi, il arriva chez son père, qui le reçut avec une grande joie. « Eh bien, mon cher fils, lui demanda-t-il, qu'as-tu appris ?»« L'état de menuisier, mon père. »« C'est un bon métier, répliqua le vieillard. Mais qu'as-tu rapporté de ta tournée ?»« Père, la meilleure pièce de mon sac, c'est cette petite table. » Le tailleur la considéra de tous côtés et lui dit « Si c'est là ton chef-d'œuvre, il n'est pas magnifique. C'est un vieux meuble qui ne tient pas debout. »« Mais, répondit le fils, c'est une table magique. Quand je lui ordonne de se couvrir, elle se garnit des plats les plus excellents, avec du vin à réjouir le cœur. Allez inviter tous nos parents et amis à venir se régaler. La table les rassasiera tous.
Quand la compagnie fut réunie, il posa sa table au milieu de la chambre et lui dit « Table, couvre-toi !» Mais elle n'entendit pas ses ordres et resta vide comme une table ordinaire. Alors le pauvre garçon s'aperçut qu'on l'avait changé. Il resta honteux comme un menteur pris sur le fait. Les parents se moquèrent de lui et s'en retournèrent chez eux sans avoir bu ni mangé. Le père reprit son aiguille et son dé, et le fils se mit en condition chez un maître menuisier. Le second fils était entré en apprentissage chez un meunier. Quand il eut fini son temps, son maître lui dit « Pour te récompenser de ta bonne conduite, je veux te donner un âne. Il est d'une espèce particulière et ne supporte ni le bas ni l'attelage. »« À quoi donc est-il bon ?» demanda le jeune homme. « Il produit de l'or, » répondit le meunier. « Tu n'as qu'à le faire avancer sur un train étendu et qu'à prononcer « bric-le-brit ». La bonne bête te fera de l'or par devant et par derrière. »« Voilà un merveilleux animal, » dit le jeune homme. Il remercia son maître et se mit à courir le monde. Quand il avait besoin d'argent, il n'avait qu'à dire à son âne « bric-le-brit ». Les pièces d'or pleuvaient sans lui donner d'autre peine que celle de les ramasser. Partout où il allait, le meilleur n'était pas trop bon pour lui, et le plus cher était son lot, car il avait toujours la bourse pleine. Après avoir voyagé quelque temps, il pensa que la colère de son père devait être apaisée, qu'il pouvait l'aller retrouver et qu'avec son âne, il en serait bien reçu. Il entra dans la même auberge où son frère avait déjà perdu sa table. Il menait son âne en laisse. L'hôte voulut le prendre et l'attacher, mais le jeune homme lui dit « Ne vous donnez pas cette peine, je vais moi-même attacher mon grison à l'écurie, parce que je veux toujours savoir où il est. » L'hôte, assez surpris, supposait qu'un compagnon qui voulait soigner lui-même son âne n'allait pas faire grande dépense. Mais quand l'étranger, mettant la main à la poche, en eut tiré 2 pièces d'or et lui eut recommandé de lui servir du bon, il ouvrit de grands yeux et se mit à chercher ce qu'il avait de meilleur. Après dîner, le voyageur demanda ce qu'il devait. L'hôte n'épargna rien pour grossir la note et répondit qu'il lui fallait encore 2 pièces d'or. Le jeune homme fouilla à sa poche, mais elle était vide. « Attendez un instant, dit-il, je vais chercher de l'argent. » Et il sortit en prenant la nappe avec lui. L'hôte ne comprenait rien à ce que cela voulait dire, mais il était curieux. Il suivit le voyageur, et quand celui-ci eut verrouillé derrière lui la porte de l'écurie, il y regarda par une fente. L'étranger étendit la nappe sous l'âne, prononça « bric-le-brit », et aussitôt la bête fit tomber de l'or par devant et par derrière. Il en pleuvait. « Malpeste !» se dit l'hôte. « Des ducats tout neufs ! Un pareil trésor n'est pas pour faire tort à son maître. » Le jeune homme paya sa dépense et alla se coucher. Mais l'aubergiste, se glissant la nuit dans l'écurie, enleva le grison qui battait monnaie et en mit un autre à sa place. Le lendemain, le jeune homme prit l'âne et se remit en route, croyant bien que c'était sa bête magique. À midi, il arriva chez son père qui se réjouit de le revoir et le reçut à bras ouverts. « Qu'es-tu devenu, mon fils ?» demanda le vieillard. « Je suis meunier, cher père, » répondit-il. « Que rapportes-tu de ta tournée ?»« Rien qu'un âne. »« Il y a bien assez d'ânes chez nous, » dit le père. « Tu aurais mieux fait de nous ramener une bonne chèvre. »« Mais, » reprit le fils, « ce n'est pas une bête comme une autre, c'est un âne magique. Je n'ai qu'à dire bric-le-brit, et aussitôt il en tombe des pièces d'or, de quoi remplir un drap. Faites venir tous nos parents, je vais les enrichir tous d'un coup. »« Voilà qui me plaît, » dit le tailleur. « Je ne me fatiguerai plus à tirer l'aiguille. » Et il alla bien vite chercher toute sa parenté. Dès qu'ils furent réunis, le meunier se fit faire place, étendit un drap et amena son âne au-dessus. « Maintenant, dit-il, attention, bric-le-brit !» Mais l'âne n'entendait rien à la magie, et ce qu'il fit tomber sur le drap ne ressemblait guère à des pièces d'or. Le pauvre meunier vit qu'on l'avait volé, et faisant bien triste mine, il demanda pardon à ses parents qui s'en retournèrent chez eux aussi gueux qu'ils étaient venus. Son père fut obligé de reprendre son aiguille. Pour lui, il se plaça comme domestique dans un moulin. Le troisième frère s'était mis en apprentissage chez un tourneur, et comme le métier est difficile, il y resta plus longtemps que ses 2 aînés. Ils lui mandèrent dans une lettre les malheurs qui leur étaient arrivés, et comment l'aubergiste leur avait volé les dons magiques dont ils étaient possesseurs. Quand le tourneur eut fini son apprentissage et que le temps de voyager fut venu, son maître, pour le récompenser de sa bonne conduite, lui donna un sac dans lequel il y avait un gros bâton.
Le sac peut bien me servir, dit-il. Je le mettrai sur mes épaules. Mais à quoi bon ce bâton? Il ne fait que l'alourdir. Je vais t'apprendre son usage, répondit le maître. Si quelques gens te font du mal, tu n'as qu'à dire ces mots. Bâton, hors du sac. Aussitôt le bâton leur sautera aux épaules et les travaillera si vigoureusement que de 8 jours ils ne pourront plus remuer. Le jeu ne cessera que quand tu auras dit « bâton dans le sac ». Le compagnon remercia son maître et se mit en route avec le sac. Si quelqu'un l'approchait de trop près et voulait le toucher, il n'avait qu'à dire « bâton hors du sac ». Aussitôt, le gourdin de battre les habits des gens sans qu'ils eussent le temps de les ôter. Et le tour se faisait si vite que chacun y passait avant d'avoir vu par où. Un soir, il arriva à l'auberge où ses frères avaient été dépouillés. Il posa son havresac devant lui sur la table et se mit à raconter tout ce qu'il avait vu de curieux dans le monde. « Oui, disait-il, on trouve des tables qui servent toutes seules à dîner, des ânes qui font de l'or, et autres semblables belles choses que je suis loin de mépriser. Mais tout cela n'est rien à côté du trésor que je porte dans mon sac. » L'hôte dressa les oreilles. « Qu'est-ce que cela peut être ?» pensait-il. « Sans doute son sac est plein de pierres précieuses. Je voudrais bien le réunir à l'âne et à la table, car toutes les bonnes choses vont par 3. » Lorsqu'on se coucha, le jeune homme s'étendit sur un banc et mit son sac sous sa tête en guise d'oreiller. Quand l'aubergiste le crut bien endormi, il s'approcha de lui tout doucement et se mit à tirer légèrement sur le sac pour essayer s'il pourrait l'enlever et en mettre un autre à la place. Mais le tourneur le guettait depuis longtemps. Et au moment où le voleur donnait une forte secousse, il s'écria « Bâton, hors du sac !» Et aussitôt, le bâton de sauter au dos du fripon et de rabattre comme il faut les coutures de son habit. Le malheureux demandait pardon, miséricorde, mais plus il criait, plus le bâton lui daubait les épaules, si bien qu'enfin il tomba épuisé par terre. Alors le tourneur lui dit « Si tu ne me rends pas à l'instant la table et l'âne, la danse va recommencer. »« Oh non !» s'écria l'hôte d'une voix faible. « Je rendrai tout. Fais seulement rentrer dans le sac ce diable maudit. » « Ce serait pourtant justice de recommencer, dit le compagnon. Mais je te fais grâce si tu t'exécutes. Puis il ajouta « Bâton dans le sac » et le laissa en repos. Le tourneur arriva le lendemain chez son père avec la table et l'âne. Le tailleur se réjouit de le revoir et lui demanda ce qu'il avait appris. « Cher père, répondit-il, je suis devenu tourneur. »« Bel état, dit le père. Et qu'as-tu rapporté de tes voyages ?»« Une belle pièce, cher père, un bâton dans un sac. »« Un bâton ?» s'écria le père. « C'était bien la peine, il y en a autant dans tous les bois. Mais pas comme le mien, cher père. Quand je lui dis « bâton hors du sac », il s'élance sur ceux qui me veulent du mal et les rosse jusqu'à ce qu'ils en tombent par terre en criant grâce. Avec ce gourdin-là, voyez-vous, j'ai recouvré la table et l'âne que ce voleur d'hôtes avait dérobé à mes frères. Faites-les venir tous les deux et allez inviter tous nos parents. Je veux les régaler et remplir leurs poches. » Le vieux tailleur alla chercher les parents, bien qu'il n'eût plus grande confiance. Le tourneur étendit un drap dans la chambre, y amena l'âne et invita son frère à prononcer les paroles sacramentelles. Le meunier dit « Bricklebrit » et aussitôt les pièces d'or de tomber drues comme grêle, et la pluie ne cessa que quand chacun en eut plus qu'il n'en pouvait porter. Vous auriez bien voulu être là, ami lecteur. Ensuite, le tourneur prit la table et dit à son frère le menuisier « À ton tour maintenant. » À peine celui-ci eut-il prononcé « Table, couvre-toi », qu'elle fut servie et couverte des plats les plus appétissants. Il y eut alors un festin comme jamais le vieillard n'en avait vu dans sa maison, et toute la compagnie resta réunie en fête jusqu'à la nuit. Le tailleur serra précieusement dans une armoire son aiguille, son dé, son aune et son carreau, et vécut en paix et en joie avec ses 3 fils. Mais qu'était devenue la chèvre, qui était cause que le tailleur avait chassé ses 3 fils de chez lui? Je vais vous le conter. Comme elle était honteuse de sa tête pelée, elle courut se cacher dans un terrier de renard. Le renard, en entrant chez lui, aperçut dans l'obscurité 2 grands yeux qui étincelaient comme des charbons ardents. La peur le prit et il s'enfuit. L'ours, qui le rencontra, voyant son trouble, lui dit « Qu'y a-t-il donc, frère renard? D'où te vient cet air effaré?
Ah, répondit l'autre, il y a au fond de mon terrier un monstre épouvantable qui m'a regardé avec des yeux enflammés. Nous l'aurons bientôt chassé, dit l'ours, et il alla aussi regarder au fond du terrier. Mais quand il eut vu ces terribles yeux, la peur le gagna aussi, et pour éviter d'avoir affaire au monstre, il s'enfuit au plus vite. L'abeille le rencontra, et s'apercevant qu'il n'avait pas l'air trop rassuré dans sa peau, elle lui dit « Hé, compère, tu fais bien triste mine, qu'est devenue cette gaieté ?»« C'est bien dit, répondit l'ours, mais il y a dans le terrier du renard un monstre au regard terrible que nous ne pouvons faire déloger. » L'abeille répliqua « Tu me fais pitié, grand sire, je ne suis qu'une faible créature que tu ne daignes pas regarder sur ton chemin, mais cependant je crois que je pourrais t'être utile. » Elle vola dans le terrier, se posa sur la tête rasée de la chèvre et la piqua si fortement que la bique ne put s'empêcher de crier « Bé, bé !» et de s'élancer dans le bois comme une frénétique. Et depuis ce temps-là, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Sur le 4e vlog lecture des contes choisis des frères Grimm. Cette coiffure est extraordinairement approximative. On dirait toujours que je sors du lit, mais c'est pas vrai. Non, mais j'aime pas tout ce qui est lac, gel et compagnie, c'est nul. J'aime pas les barrettes, donc je fais un flouf-flouf, j'accroche la barrette, hop, c'est bon. Enfin, la pince. On a lu là aujourd'hui, il me semble qu'on a lu 5 contes. Je vérifie vite fait parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. On a lu les contes 18 à 22, ça fait bien 5. Et c'était... Parce qu'évidemment, je n'ai pas tout retenu. Alors là, on est vraiment dans les contes, la partie contes fantastiques et contes facétieux. Et je viens de jeter un œil en fait en comptant le nombre de vlog lecture qui restent. Donc je crois qu'il en reste 4 derrière. Parce qu'il va y avoir des... là les contes étaient relativement longs. Mais il va y avoir des contes assez courts ou moyens. Ce qui fait que j'essaye d'équilibrer un petit peu au niveau du découpage pour que la lecture entière soit pas trop longue. Pour qu'il n'y ait pas trop de contes non plus parce que ça fait... c'est pas évident à retenir j'imagine. Donc je crois qu'il en reste 4 derrière. On a lu L'homme à la peau d'ours, j'ai bien aimé. Franchement, là on est vraiment dans, je trouve, dans l'imaginaire médiéval avec... bon là il y avait le diable. On a eu le diable 2 fois il me semble bien. Bon, l'homme à la peau de l'ours. L'homme à la peau d'ours, pardon. On est vraiment sur le côté aussi apparence que renvoie quelqu'un qui est en quelque sorte maudit au final. Et je trouvais ça intéressant parce qu'au final, on a un petit peu en filigrane la morale du conte, à savoir faut pas juger sur les apparences, même si c'est quelqu'un qui ne prend pas soin du tout de lui. Là, il le faisait pour certaines raisons, mais je trouve que la morale est quand même jolie parce qu'on est... moi, je trouve qu'aujourd'hui, là maintenant, dans la société où on vit, on est quand même dans un monde d'apparence où... moi, je trouve que c'est un peu compliqué. Enfin, je m'y retrouve pas, le côté le côté un peu superficiel ou le côté mode ou des trucs comme ça ou les trucs un peu people. Je suis pas du tout là-dedans. Et ce qui fait que je trouve que c'est aujourd'hui, je trouve que c'est un conte qui a quand même une morale qui est vachement moderne, ce qui veut quand même dire que ce sont des choses qui ont encore lieu aujourd'hui, le fait de juger quelqu'un sur l'apparence et sur l'image qu'il renvoie. Et de le juger négativement surtout, de le juger dans le côté vraiment péjoratif. Du coup, j'ai bien aimé. En plus, là, on a un diable qui s'est fait avoir, entre guillemets, et j'ai trouvé ça sympa. Les 3 fileuses, donc c'était avec la feignasse. Alors celle-là, ça m'a fait rire. La fille qui voulait pas filer, qui se retrouve à devoir filer pour la reine, et qui se dit « Oh non, on fait chier la flemme ». Et au final, on a une espèce de figure un peu de Norne ou de Parc ou de... C'est quoi leur 3e nom? Je sais plus.
celle qui file, celle qui coupe et celle qui... Non, celle qui file, celle qui mesure et celle qui coupe. Je trouve que le fait qu'elle soit 3, c'était vraiment significatif, même si là, on n'avait pas le côté... comment dire, abrupt, destin, mort. On n'avait pas du tout ce côté-là. Et au final, comme la fille, elle était quand même gentille, mais que c'était une flemmarde en fait, elle a quand même obtenu ce qu'elle voulait, à savoir ne pas avoir à filer, et elle a épousé un prince, s'il vous plaît. Et là, le prince, en fait, il a jugé positivement son épouse en supposant qu'elle avait filé tout le lin, en se disant putain, elles sont quand même vachement moches tes cousines, parce qu'elles avaient on était quasiment dans un petit début de body horror où il y avait des parties de leur corps qui étaient déformées par le fait de filer le lin, chacune ayant son rôle bien précis au niveau du filage, je crois que ça se dit filage. Je sais plus, je commence à avoir trop soif là. Tom Pouce, ah oui, donc non, avant Tom Pouce, on a les 3 cheveux d'or du diable. Donc le diable, une nouvelle fois, se fait un petit peu eu. Et je trouve ça sympa que la vieille dame, en fait, file un coup de main à, je sais plus exactement qui était parti. Ah oui, c'est l'enfant nez coiffé. Alors de mémoire, un enfant nez coiffé, c'est un enfant qui a encore un bout de placenta sur sa tête au moment de sa naissance. Voire même, c'est un enfant qui naît avec le placenta, il me semble. Bon, c'est peut-être pas très glamour dit comme ça, mais il me semble que c'est ça. Et qu'il y a vraiment un côté bon présage par rapport à ça. Parce que je crois qu'on a quelques personnages célèbres, réels, qui sont nés coiffés. Je me demande s'il n'y a pas Napoléon, je dis peut-être des bêtises, mais on a au moins un roi dans le lot, donc je ne sais plus exactement. Donc Napoléon, quoi qu'il ait fait, il était grand quand même, je pense. Enfin non, il était petit, mais il a fait de grandes choses, même si elles n'étaient pas forcément très positives. Je dis ça comme ça, mais j'y connais que dalle. J'ai pas du tout étudié. Je me souviens plus de l'époque napoléonienne, donc je digresse, je zappe. Mais en fait, les 3 cheveux d'or du diable, ça me faisait penser vachement aussi à des contes bretons où le diable peut se faire aussi régulièrement avoir, entre guillemets. Parce qu'il est... mais là, est-ce que c'est le diable, entre guillemets, vraiment l'opposé de Dieu, ou est-ce que c'est un diable? J'aurais peut-être tendance à dire que c'est un diable, là, comme pour l'homme à la peau d'ours. C'est particulier d'ailleurs dans l'homme à la peau d'ours, le diable qui est habillé en vert. Ça fait vraiment, comme j'ai dû le dire dans un précédent vlog lecture, ça me fait vraiment penser en fait à des diabolisations de figures païennes. Donc est-ce qu'il n'y avait pas localement je sais pas, un esprit de la nature, un ancien dieu dont des mythes ont perduré un petit peu sous forme de contes, qui a été diabolisé après quand le christianisme est arrivé. Je crois que c'est les protestants du côté de l'Allemagne, sans être sûre. Je suis pas très calée moi en religion. Mais moi ça m'interrogeait le fait qu'il soit habillé spécifiquement en vert. Et du coup, les 3 cheveux d'or du diable, moi j'ai vraiment aimé le fait qu'il y a le côté destin justement où il y a un bon présage par rapport à la manière dont cet enfant est né. Le roi, il est tout de suite le méchant, donc il veut pas que ce mec-là épouse sa fille. Donc il lui donne des épreuves impossibles à réaliser, qu'il réalise, et parce que c'est un brave type, en fait, on a l'impression que la vieille, en fait, qui s'occupe du diable, qui doit s'occuper de la maison, qui fait un peu office de gouvernante, le prend en pitié, lui file un coup de main. Mais c'était bizarre la relation qu'elle avait, cette femme-là, avec le diable. Comme si, je trouvais que c'était... il y avait quelque chose de l'intime, parce que le diable s'allongeait, donc il posait sa tête sur ses genoux, lui demandait de l'épouiller. Et c'est vachement intime, je trouve que ça pourrait être quelque chose qu'une mère âgée fait, enfin une mère âgée, une mère qui est plus âgée que son fils adulte évidemment fait à son fils adulte, ou des amants. Mais si elle est vieille
Elle est décrite comme étant âgée. Bon, c'est peut-être du 40 ans. Elle est décrite comme étant âgée. Est-ce que c'est pas une mortelle qui était en couple avec le diable? Sauf que le diable, qui ne meurt pas, lui, il vieillit pas, et que la mortelle, elle meurt. Ça, je sais pas, ça m'a pas mal intriguée, ça. Tom Pouce, moi j'ai le souvenir d'avoir lu... j'ai lu des contes, vraiment pour enfants, des trucs illustrés, peut-être quand j'étais petite, peut-être que j'en ai lu aussi pour mes petits frères et sœurs, parce que j'ai un bon écart d'âge avec mes petits frères et sœurs, moins avec les grands, enfin bref, on s'en fout. Et Tom Pouce, j'avais plus trop le souvenir, et je pense qu'il y a beaucoup de versions différentes, mais j'avais quand même le souvenir de l'enfant astucieux, en fait. Et je trouvais ça bien en fait parce que au final ce gamin-là qui est tout petit, un pouce quand même, c'est un tout petit machin, il a fait un énorme voyage, mais aussi bien il a juste été dans le village d'à côté. Mais j'ai bien aimé le fait que les filous, les gredins là, se soient fait avoir. Et j'ai vraiment aimé la table, l'âne et le bâton merveilleux. Je sais plus lequel m'a donné quelques petites... Il y en a un qui m'avait fait penser à Sinbad dans... je sais plus lequel. J'ai eu un flash en le lisant et là, du coup, je sais plus. Peut-être bien le dernier, hein, parce qu'il était long, là, il faisait 7 pages. Peut-être bien le dernier. Mais là, j'ai vraiment aimé. Et souvent, en fait, on a dans les contes de Grimm, et je crois bien dans les Mille et une nuits aussi, on a dans une fratrie le plus jeune qui est le plus malin. Parce qu'au final, ils n'ont pas été stupides, le fils aîné et le fils cadet, c'est qu'ils ont été plutôt naïfs. Trop naïfs, je pense. Après, le père, il a été quand même vache de les chasser parce que la chèvre lui avait dit qu'elle n'avait pas eu assez à manger. Et enfin, tu vérifies le truc, quoi. Mais en fait, tu vérifies le truc autant pour le père de vérifier les dires de la chèvre qui parle, parce que oui, évidemment, les chèvres, ça parle. Et, mais autant aussi, le frère aîné, il aurait dû vérifier que c'était bien sa table avant de partir, puis peut-être l'utiliser un petit coup aussi avant d'inviter tous les parents. Et pareil pour le cadet avec l'âne. Et le dernier, il est vraiment astucieux. J'ai vraiment aimé tous ces petits contes-là. Alors, j'ai l'impression que dans les contes suivants, je vais vous donner quelques titres comme ça au passage. On va avoir vraiment du fantastique. Hein. Bah, c'est contes fantastiques et contes facétieux. On va avoir des nains magiques. Encore un truc avec le fuseau, etc. La gardeuse d'oie près de la fontaine. L'ondine de l'étang. Le paysan dans le ciel, un très court. Le juif dans les épines, ça m'intrigue ça, parce que est-ce que cet homme-là qui a cette religion-là à une époque, c'est du 19e, les contes de Grimm, il me semble bien, mais leur provenance est sûrement beaucoup plus ancienne, donc quelle place il va avoir? Est-ce que ça va être le méchant? Ça m'intrigue. C'est pour le replacer un peu dans le contexte historique, entre guillemets, pour peu qu'on puisse le savoir. Il y a encore des histoires de tailleurs. On va avoir un jeune géant. On va avoir des animaux. Et en tout dernier, on va voir les musiciens de la ville de Brême. Et j'ai l'impression que dans les contes de Grimm, on a un petit peu plus d'animaux qui parlent que dans les autres contes que j'ai lus jusqu'à présent. Il me semble pas qu'il y avait d'animaux qui parlent dans les Mille et une nuits, par exemple, dans le premier volume du moins. Donc voilà. Mais je pense que pour les contes de Grimm, comme je vous dirais, je vais lire tout ce livre-là qui fait 129 pages, on est à la 74e. On a lu la moitié, quoi. Et j'ai un autre qui est court, mais qui est vraiment beaucoup plus court. Je me réserve ces contes choisis de la famille, mais il est vraiment tout petit. Et c'est des contes qui sont... Il fait que 60 pages, je crois. Et ce sont des contes qui font une page ou deux. Et j'ai lu en diagonale. Je pense que c'est vraiment pour les enfants, voire même pour les petits-enfants. Je pense que je les lirai... S'il n'y a pas vraiment de matière A, je ne ferai pas de vlog lecture. Et si je me lasse, je passerai à Andersen après. Parce que j'ai encore 2 volumes de contes merveilleux des Grimm
J'ouvre un vite fait. Ouais, le premier il fait une centaine de pages et le second, c'est des cours aussi, hein. Le second, à peu près pareil, 100, 109, 110, mais ce sont des contes qui sont très courts. Donc pareil, si c'est quelque chose qui est très axé enfant, je les lirai peut-être sans vlog lecture parce que il n'y a pas beaucoup de matière sur 1 minute ou 2 de lecture, entre guillemets. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Après on ira du côté de chez Andersen, pardon. Je pense que j'irai faire un tour du côté Perrault aussi après. Et je trouverai une bonne version aussi pour les mille et une nuits sans les nuits coupées parce que c'est très chiant à suivre. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit mot, n'hésitez pas à vous abonner et à tout bientôt et vérifiez vos sacs et tout ça, on ne sait jamais. J'ai tellement d'humour. À bientôt!